Les mains calleuses de Mason Turner se crispaient sur le volant de son poids lourd, un 18 roues qui grondait en franchissant le sommet d'une colline sur la route 77. L'air chaud de l'Arizona vibrait autour de lui lorsqu'une vision inattendue le força à écraser la pédale de frein avec une violence qui fit vibrer tout son corps. Le camion s'immobilisa dans un crissement déchirant, soulevant un nuage de poussière brûlante et d'odeur de caoutchouc brûlé. Ce n'était ni un animal écrasé, ni des débris qui barraient la route. Deux petits chiots bergers allemands se tenaient debout sur leurs pattes arrière, les minuscules pattes avant jointes comme des enfants qui supplient. L'étrange scène se déroulait dans un silence absolu, un silence presque irréel après le vacarme du freinage. Mason resta figé, sa tasse de café suspendue en l'air. Le plus petit des chiots fit un pas hésitant vers l'immense calandre du camion, tremblant mais décidé. L'autre recula lentement, se retournant sans cesse, ses yeux ambrés emplis d'une supplication désespérée, comme s'il l'implorait de le suivre. Ce comportement n'avait rien de normal pour de simples animaux. C'était autre chose, quelque chose de plus pressant, presque humain. Le visage buriné de Mason pâlit. Ses souvenirs d'enfance devant des vieux films où des chiens venaient sauver des vies se mélangeaient soudain à ses réflexes d'anciens militaires. Les animaux ne supplient pas, à moins qu'il ne se soit produit quelque chose de terrible. Sa main se tendit vers la poignée de la portière. Il savait déjà que ce trajet paisible vers Denver venait de se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Qu'essayaient de lui montrer ses chiots et pourquoi chacun de ses instincts lui criait-il que des vies dépendaient de ce qu'il allait faire dans les prochaines minutes? Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Le soleil d'Arizona avait été impitoyable dès le matin, mais Mason n'y prêta guère attention en descendant de la cabine de son Peterbilt. À 58 ans, cet ancien vétéran du Vietnam parcourait cette portion de la route 77 depuis plus de 20 ans, transportant du fret entre Tucson et Denver. Ses mains marquées par les cicatrices de la guerre et des années passées à tenir un volant racontaient une histoire silencieuse, tout comme ses yeux gris acier, dans lesquels se lisait l'éloignement de ceux qui ont trop vu. Mason vivait seul, dans un petit parc de mobile homes à l'extérieur de Mesa, là où le silence n'était pas un accident, mais un choix. Ses voisins le connaissaient comme le routier discret qui ne parlait jamais de la médaille pourpre oubliée dans un tiroir de sa chambre, ni de la photo d'un berger allemand nommé Duke qu'il gardait dans son portefeuille depuis 47 ans. À une vingtaine de kilomètres au sud, Eleanor Grace Morrison s'occupait de ses corvées matinales dans la clinique vétérinaire abandonnée qu'elle avait dirigée avec fierté autrefois. À 74 ans, ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon pratique, exactement comme au temps où elle soignait des animaux blessés dans les hôpitaux de campagne au Vietnam. Sa propriété couvrait 10 hectares de désert rouge et sa grande grange rouge avait été transformée en l'un des hôpitaux pour animaux les plus respectés de l'Arizona, jusqu'à sa retraite 3 ans plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement en remplissant les gamelles d'eau qu'elle laissait toujours à disposition des animaux errants. Un tremblement qu'elle cachait à sa fille installée à Phoenix et à son fils vivant à Tucson. Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer s'étaient insinués dans sa vie comme les ombres du désert au coucher du soleil, lui volant peu à peu ses souvenirs, tout en laissant intacte sa mémoire médicale. Dans le silence de la clinique vide, elle croyait parfois entendre la voix de son défunt mari, Bill. Le Seigneur aide ceux qui s'aident eux-mêmes, ma chérie, mais parfois il envoie aussi des anges à 4 pattes. 48 heures plus tôt, quelque part non loin de là, Robert Clayton avait pris la décision la plus douloureuse de ses 42 années. Cet ouvrier automobile licencié était assis dans sa vieille Chevrolet rouillée, garée près du panneau kilométrique 312. Les factures médicales de sa femme, Laura, les écrasaient aussi sûrement que la chaleur écrasait le désert. Leur fille de 8 ans, Emily, lui avait demandé ce matin-là pourquoi Max, leur grand berger allemand, avait l'air si triste et pourquoi il refusait de manger. Les mains calleuses de Robert tremblaient en ouvrant la portière. Max, chien militaire retraité de 6 ans, avait été leur protecteur depuis 2 ans. Mais un éclat d'obus logé dans son abdomen depuis sa mission en Afghanistan venait de se déplacer, provoquant une hémorragie interne. L'opération vitale coûterait $8 000. Une somme hors de portée pour eux. Les traitements contre le cancer de Laura avaient déjà épuisé leurs économies, et l'avis de saisie sur la maison signifiait qu'ils seraient à la rue d'ici une semaine. « Je suis désolé, mon vieux,
murmura Robert, tandis que Max le suivait docilement, accompagné de 2 chiots de 10 semaines qui trébuchaient derrière leur mère. Papa t'a laissé tomber. Le désert avait englouti ses sanglots lorsqu'il s'était éloigné, laissant derrière lui la famille qu'il avait aimée sans condition. Pendant que Robert se déchirait entre la survie de sa famille humaine et celle de sa famille canine, le vent chaud du désert portait l'odeur de créosote et de désespoir. Et Mason, sans le savoir, suivait déjà la piste des 2 chiots. Ceux-ci, qu'il apprendrait plus tard à connaître sous les noms de Scout et Hunter, avançaient avec une détermination surprenante pour leur jeune âge. Tous les quelques mètres, ils se retournaient pour s'assurer qu'ils les suivaient toujours, leurs yeux ambrés, brillants d'une intelligence troublante. La marche à travers les buissons secs et les pierres éparses ressemblait à une mission. Les bottes de travail de Mason craquaient sur le gravier, tandis qu'il contournait les cactus et les vieilles clôtures. Parfois, Scout gémissait faiblement, mais il n'arrêtait jamais. Hunter, plus robuste, donnait de petits coups de museau à son frère lorsque la fatigue menaçait de l'arrêter. « Où est-ce que vous m'emmenez, les petits ?» grogna Mason d'une voix marquée par des années de gazole et d'air brûlant. Leur comportement lui rappelait les chiens de travail militaire qu'il avait côtoyés au Vietnam. Une intelligence et un but qui dépassaient l'instinct animal. Ils gravirent une petite butte, et ce que Mason vit le cloua sur place. Sous l'ombre tordue d'un vieux mesquite, un sac de jute déchiré dissimulait partiellement la silhouette d'un grand berger allemand. Même à plus de 10 mètres, Mason distingua les taches sombres sur le sol, entendit la respiration haletante d'un animal qui survivait par pure volonté. « Mon Dieu !» souffla-t-il, avant de se mettre à courir. Allongée sur le flanc, la chienne avait le poil noir et fauve collé par le sang et la poussière du désert. Chaque respiration semblait lui coûter un effort monumental, ses flancs se soulevant à peine. L'une de ses pattes arrière pendait à un angle anormal et des mouches tournaient déjà autour de plaies qui semblaient s'infecter depuis 2 jours sous une chaleur de plus de 40 degrés. Pourtant, ce ne furent pas ces blessures qui frappèrent le plus Mason. Ce furent ses yeux. Malgré la douleur et l'abandon, elle le fixait avec ce même mélange de dignité et de confiance qu'il avait vu autrefois dans le regard de Duke, son vieux compagnon tombé au Vietnam. Aucune accusation, aucune colère, juste l'acceptation silencieuse d'un soldat prêt à mourir avec honneur. Mason s'agenouilla à ses côtés, ses gestes redevenant ceux d'un médecin de terrain. Il prit son pouls, faible mais régulier. Sa respiration était difficile mais obstinée. Les 2 chiots se pressaient déjà contre leur mère, cherchant sa chaleur, et relevaient parfois les yeux vers Mason comme pour lui demander « Tu vas l'aider, pas vrai ?»« Doucement, soldate » murmura-t-il en remarquant les plaques militaires fixées à son collier. Sur le métal terni, il lut le nom « Kaya ». Suivait un numéro de service qui lui fit passer un frisson dans le dos. Unité de détection d'explosifs, Afghanistan, 2018 à 2022. Ce n'était pas une simple chienne abandonnée. C'était une vétérane de guerre, une héroïne qui avait risqué sa vie pour sauver d'autres vies. Les souvenirs de Duke remontèrent comme un coup de couteau. Son propre berger allemand militaire tué en sautant sur une mine pour sauver son unité. Duke était mort dans ses bras et Mason avait porté cette culpabilité pendant 47 ans. « Pas cette fois » souffla-t-il à Kaya dont les yeux semblaient comprendre. « Pas sous ma garde ». Il sortit sa trousse d'urgence de la cabine du camion. Avec les moyens du bord, il désinfecta ses plaies, banda la patte brisée et fabriqua un brancard improvisé avec une couverture de fret et 2 barres de fer trouvées sur place. Les chiots observaient chaque geste gémissant par moments mais sans jamais interférer. Kaya ne lutta pas lorsqu'il la souleva. C'était mauvais signe. Un chien de sa taille aurait normalement résisté par instinct. Son absence de réaction prouvait qu'elle n'avait plus beaucoup de force. Une fois dans la cabine, Mason chercha le vétérinaire le plus proche via le GPS. 3 options, une clinique à Phoenix, 47 miles plus au sud, un hôpital vétérinaire à Flagstaff, 32 miles plus au nord, et un endroit appelé Morrison Ranch Veterinary Services, seulement 15 miles à l'est. L'adresse semblait ancienne, presque abandonnée, mais c'était la plus proche, et Kaya n'avait pas des heures devant d'elle. Il démarra le moteur, les chiots se placèrent instinctivement de part et d'autre de leur mère, comme 2 sentinelles miniatures. « Tiens bon, soldate » dit Mason en passant la première. « On va te ramener à la maison ?» La route de gravier vers Morrison Ranch soulevait des nuages de poussière qui restaient suspendus dans l'air brûlant comme des signaux de fumée. Son poids lourd n'était pas fait pour ces chemins étroits, mais Mason n'y prêta pas attention. Dans la cabine, la respiration de Kaya devenait plus laborieuse,
et Scout comme Hunter se serraient encore davantage contre elle. À travers la chaleur ondulante, la propriété apparut enfin. Des clôtures en bois vieillies par le temps et surtout une grande grange rouge qui dominait le paysage. Un panneau défraîchi pendait de travers au portail « Morrison Ranch Veterinary Services », grands et petits animaux. La peinture s'écaillait, des mauvaises herbes envahissaient les poteaux. Le lieu semblait figé dans un passé révolu. Mason gara son camion devant une maison de ranch modeste, son porche ombragé par de vieux peupliers. Tout respirait l'activité d'antan et le calme d'une retraite silencieuse aujourd'hui. Une Ford poussiéreuse était garée dans l'allée. Il klaxonna 2 fois. L'écho se perdit dans le désert. Personne ne sortit. Il descendit de la cabine, monta les marches du porche et appela « Bonjour, urgence vétérinaire ici ». Derrière la moustiquaire, une silhouette bougea. La porte s'ouvrit sur une femme menue d'à peine 1,50 m, cheveux argentés en chignon serré, jeans délavés et chemise de travail. Ses yeux bleus perçants passèrent aussitôt du camion à Mason. « Monsieur, cette clinique est fermée depuis 3 ans », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Vous devez aller à Flagstaff ou Phoenix. Madame, j'ai un berger allemand là-bas qui est en train de mourir, et 2 chiots qui ont tout fait pour me conduire à elle. C'est une chienne militaire, une vétérane. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Un éclair traversa le regard d'Elénore. Elle passa la moustiquaire et marcha vers le camion avec une rapidité surprenante pour son âge. « Chienne militaire ? Montrez-moi !» Quand elle vit Kaya sur le brancard, ses mains se portèrent à sa bouche. « Seigneur Tout-Puissant, ce harnais est pour la détection d'explosifs. Afghanistan !» Elle leva les yeux vers Mason, grave. « Depuis combien de temps elle est comme ça ? Je l'ai trouvée il y a environ 1 heure, mais ces chiots, je crois qu'ils cherchent de l'aide depuis bien plus longtemps. Madame, je sais que votre clinique est au fermé, mais fermé ne veut pas dire vide, » coupa Eleanor en se dirigeant vers la grange. « Et sûrement pas que j'ai oublié comment sauver une vie. Venez m'aider à la mettre à l'intérieur. » L'intérieur de la grange révéla pourquoi Morrison Ranch avait autrefois été l'un des centres vétérinaires les plus respectés de tout l'État. Malgré la poussière et les toiles d'araignée, un bloc chirurgical complet était toujours là, intact. Table d'examen en acier, lampes opératoires suspendues, ancien appareil de radiographie encore en place, comme si Eleanor avait simplement fermé la porte un soir et n'était jamais revenue. « J'étais chef vétérinaire de l'armée au poste médical de Da Nang », dit-elle en sortant des instruments chirurgicaux d'un placard. « J'ai soigné plus de chiens de travail que je ne peux en compter. Ce sont des gestes qu'on n'oublie pas. Même quand... » Elle s'interrompit un instant, ses mains tremblant légèrement. Même quand le reste commence à s'effacer. Mason l'aida à déposer Kaya sur la table d'examen. Malgré sa faiblesse, la chienne émit un souffle presque imperceptible en sentant la fraîcheur de l'acier. Eleanor l'examina rapidement. Hémorragie interne, éclat logé près du foie. Les blessures datent probablement de plusieurs jours. Elle ne tiendra pas encore longtemps sans chirurgie. Elle leva les yeux vers Mason. « Je n'ai pas opéré depuis 3 ans. Mes mains ne sont plus aussi sûres qu'avant. Mais si nous ne tentons rien, elle mourra. » Les chiots avaient suivi et s'étaient installés à une distance prudente, leurs yeux ambrés, rivés sur chaque geste. C'était comme s'ils comprenaient que la vie de leur mère reposait sur ces 2 humains. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Mason. « Vous supportez la vue du sang ? Vous savez suivre des instructions à la lettre ?» demanda Eleanor en préparant le champ opératoire. « J'étais infirmier de terrain au Vietnam, madame. Donnez vos ordres. » Elle s'arrêta un instant, le fixant avec un nouveau respect. « Alors, vous savez ce que ces chiens représentent, ce qu'ils donnent et ce qu'ils sacrifient. »« Oui, madame, je sais exactement. » Eleanor commença à préparer Kaya pour l'anesthésie. Sa voix se fit plus douce, presque absente. « En 1971, j'ai aidé une chienne berger allemand à mettre bas dans un poste de campagne. Un de ses chiots a sauvé la vie de son maître 17 fois avant. » Elle se perdit dans ses pensées. « Avant quoi ?» demanda Mason. Elle planta ses yeux dans les siens. Avant de mourir, en sauvant un jeune infirmier d'un piège explosif. Le nom du maître ? C'était Turner, Mason Turner. Les instruments glissèrent des mains de Mason tombant sur le sol. « Duke !» murmura-t-il. Eleanor hocha lentement la tête. « Oui, Duke, je me souviens de chaque chien que j'ai aidé à mettre au monde et de chaque soldat qu'ils ont sauvé. Et je me souviens de ce jeune homme qui pleurait en tenant son chien mourant. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. 2 vétérans, séparés par des décennies, réunis par le souvenir d'un chien tombé en héros et par une nouvelle chienne allongée entre eux, en train de lutter pour sa vie. « Sauvons-la !»
dit simplement Eleanor. « Oui, madame. » L'opération commença à 14h47. Les gestes d'Eleanor, hésitant au départ, retrouvèrent peu à peu la précision acquise au fil de 40 années de pratique. Mason, un parfait assistant, anticipait ses demandes. Les chiots, placés dans une cage à proximité, observaient sans un bruit. 20 minutes plus tard, les mains d'Eleanor se mirent au soudain à trembler. Mason crut d'abord à la fatigue, puis vit son regard se perdre dans le vide. « Où est-ce que je suis ?» murmura-t-elle, la voix perdue. Mason sentit la panique lui serrer la gorge. « Docteur Morrison, vous êtes dans votre ranch, en Arizona. C'est Kaya, une chienne militaire blessée. Vous êtes en train de la sauver. » Le regard d'Eleanor se promena dans la pièce jusqu'à se poser sur le visage paisible de la chienne sous anesthésie. Une lueur de reconnaissance revint dans ses yeux. Oui, près du foie. Une mauvaise position. Un geste de travers et elle se vide de son sang. L'opération reprit, plus tendue que jamais. Eleanor retira un à un les éclats métalliques incrustés depuis des années, chacun placé près d'un organe vital. Celui-ci est entouré d'un vaisseau. Mason, appuyez ici, pas trop fort. En sentant le pouls faible mais constant de Kaya sous ses doigts, Mason se jura que cette fois, il ne verrait pas mourir un chien entre ses mains. Le fragment de métal le plus dangereux se libéra enfin avec un léger jaillissement de sang qui fit retenir leur souffle aux deux vétérans. « Pression !» ordonna Eleanor d'une voix ferme. Mason maintint la zone avec une précision presque instinctive, ses mains retrouvant les réflexes d'autrefois. Les chiots, dans leur cage, s'étaient figés, leurs oreilles dressées comme s'ils comprenaient que tout se jouait à cet instant précis. « C'est bon !» souffla Eleanor après avoir suturé le vaisseau endommagé. Elle est sortie d'affaire pour la partie la plus risquée. Son visage restait concentré, mais Mason sentit une tension invisible se relâcher dans la pièce. Le reste de la chirurgie consista à nettoyer les plaies, irriguer les tissus abîmés et refermer soigneusement l'incision. Lorsqu'elle fit le dernier point de suture, Eleanor laissa échapper un soupir long et profond. « Voilà, l'opération est terminée. » Elle administra les médicaments post-opératoires avec une précision presque rituelle. Petit à petit, la respiration de Kaya devint plus régulière, la couleur revint à ses gencives, et son rythme cardiaque se stabilisa. « Elle est scoriace », dit Eleanor avec un demi-sourire. « Une vraie soldate. » Mason ouvrit la cage des chiots. Scout et Hunter se précipitèrent vers leur mère, se blottissant contre elle avec précaution, comme s'ils savaient qu'il ne fallait pas toucher à la cicatrice. Les paupières de Kaya frémirent, et un instant, elle entr'ouvrit les yeux, balayant la pièce d'un regard confus, avant de se rendormir, apaisée par la présence de ses petits. « Le plus dur est derrière nous », déclara Eleanor. « Mais maintenant vient la partie la plus exigeante, les 48 heures de surveillance post-opératoire. Il va falloir gérer la douleur, les antibiotiques et l'alimentation pour elle et les chiots. »« Je reste », dit Mason aussitôt. Eleanor releva la tête, surprise. « Vous feriez ça ? Vous risqueriez de perdre un contrat de livraison pour un chien que vous avez rencontré ce matin ?» Mason regarda Kaya, paisible entre ses chiots. « Madame, un berger allemand est mort pour moi il y a 47 ans. C'est peut-être ma chance de rééquilibrer la balance. » Elle lui adressa un regard qui mêlait respect et gravité. « La culpabilité est un fardeau lourd à porter, Mason. Mais parfois, honorer les morts, c'est sauver les vivants. » Ils installèrent un coin de repos dans le bureau chauffé de la grange. Kaya fut déposée sur un grand tapis épais, couverte d'une couverture propre. Les chiots s'installèrent dos contre elle et Mason prit place sur une chaise à proximité, prêt à passer la nuit à veiller. Aux environs de minuit, Kaya ouvrit enfin les yeux pour de bon. Elle observa Mason longuement, ses yeux ambrés semblant reconnaître quelque chose en lui. Puis, dans un geste faible mais sans équivoque, elle agita légèrement la queue. Scout et Hunter relevèrent la tête, leur queue battant en rythme. Mason sentit un nœud se desserrer dans sa poitrine. « Bienvenue de retour parmi nous, soldate », murmura-t-il en caressant doucement sa tête. Eleanor, qui observait la scène depuis l'autre côté de la pièce, sourit doucement. Certaines vies valent bien une nuit blanche. Le silence du désert enveloppait le ranch, mais dans le lointain, deux phares apparurent, se rapprochant lentement par le chemin de gravier. Mason se redressa méfiant. À cette heure, il ne s'attendait à personne. La voiture s'arrêta près du poids lourd, moteur allumé quelques secondes, puis s'éteignit. Une portière claqua. Des pas hésitants se dirigèrent vers la grange. Puis, un sifflement bas, suivi d'une voix cassée par l'émotion. « Kaya, ma fille, tu es là ?»
Les oreilles des chiots se dressèrent aussitôt. Scout émit un petit cri joyeux, Hunter remua la queue, les yeux de Kaya s'ouvrirent encore une fois, et cette fois, son regard s'illumina. Mason échangea un bref regard avec Eleanor. Ce n'était pas un visiteur anonyme en pleine nuit, c'était quelqu'un qui connaissait intimement la chienne, et qu'elle connaissait tout autant. La porte coulissante de la grange s'ouvrit juste assez pour laisser passer un homme. La lumière tamisée révéla une silhouette usée, les vêtements froissés, le visage marqué par le manque de sommeil. Ses yeux balayèrent la pièce avant de se figer sur Kaya, étendue sur son tapis, et sur les deux chiots blottis contre elle. Il les regarda comme si son cœur venait de s'arrêter. « Mon Dieu !» souffla-t-il, la voix étranglée. « Elle est vivante, vraiment vivante. » Scout et Hunter hésitaient entre rester auprès de leur mère et courir vers lui. Leur petit gémissement trahissait une joie mêlée d'hésitation. Kaya, elle, leva la tête et malgré sa faiblesse, agita doucement la queue. Ses yeux ambrés, brillants de reconnaissance, fixaient l'homme qui venait d'entrer. Eleanor s'approcha, la main levée, pour l'inciter à rester calme. Elle sort tout juste d'une chirurgie lourde, il faut qu'elle reste immobile. L'homme fit un pas vers la chienne, puis s'arrêta comme si quelque chose le retenait. Il déglutit, baissant les yeux un instant, puis dit « Je m'appelle Robert Clayton. Kaya, c'est ma chienne. Enfin, je ne sais même plus si j'ai encore le droit de dire ça. » Mason sentit la colère lui monter en pensant à l'abandon. Mais le ton de cet homme ne ressemblait pas à celui d'un maître indifférent. C'était autre chose, une détresse brute. « C'est vous qui l'avez laissé près du panneau 312, dit-il d'un ton neutre, presque pour vérifier. Robert baissa la tête. « Oui, Dieu m'en soit témoin, oui. Parce que je... » Sa voix se brisa. « Parce que je n'arrivais pas à la regarder mourir et que je n'avais pas les moyens de la sauver. » Eleanor le détailla, ses yeux perçants semblant sonder au-delà des mots. « Comment avez-vous su qu'elle était ici ? J'ai écumé tous les vétérinaires de l'Arizona pendant 2 jours, sans succès. Et puis, sur un CB radio, j'ai entendu 2 routiers parler d'une opération d'urgence pour un chien militaire dans un vieux ranch. J'ai suivi la piste. Il inspira profondément, comme s'il se préparait à une confession. Ma femme a un cancer. Ma fille, Emily, elle adore Kaya. Mais l'opération coûtait 8 000 $. On n'avait plus rien. J'ai vendu tout ce que je pouvais, même le compte épargne de ma fille. Et ça ne suffisait pas. Alors j'ai pris la seule décision que je croyais possible. La laisser dans un endroit où quelqu'un finirait par la trouver. J'espérais un miracle. Mason observa les 2 chiots se glisser contre les jambes de Robert, comme pour lui dire qu'il ne lui en voulait pas. Leur comportement en disait plus long que n'importe quelle défense. « Racontez-moi votre fille », dit doucement Eleanor. Le visage de Robert se détendit malgré lui. « Emily, 8 ans. Elle dort toujours contre Kaya. Elle disait qu'avec une soldate à la maison, elle ne craignait plus rien. Quand Kaya est tombée malade, elle a donné tout son argent de poche pour aider. 432 $ et 70 cents, chaque pièce comptait. » L'image d'une petite fille vidant son cochon tirelire pour sauver son chien frappa Mason en plein cœur. Cela faisait remonter en lui des souvenirs d'enfants qu'il avait vus au Vietnam, contraints de grandir trop vite. « Vous n'êtes pas parti pour l'abandonner dans le désert, » dit Eleanor avec lenteur. « Vous l'avez laissée là où elle pouvait être trouvée. » Robert releva les yeux vers elle, surpris. Mason hocha la tête. « Vous auriez pu rouler des kilomètres dans un coin perdu, mais vous l'avez laissé près d'un axe fréquenté. Vous espériez encore ?» Robert ferma les yeux. « J'ai attendu 2 heures dans ma voiture avant de partir, priant pour que quelqu'un vienne. » Eleanor posa une main ferme sur son épaule. Quelqu'un est venu. Le vent du désert fit grincer les vieilles planches de la grange. L'instant avait la gravité d'un tribunal, mais ici, la sentence semblait être le pardon. « Et maintenant ?» demanda Robert dans un souffle. Eleanor échangea un regard avec Mason. « Maintenant, on va trouver comment réparer une famille. » Scout et Hunter pressaient toujours leur corps contre les jambes de Robert, comme 2 enfants qui craignent que leur père reparte. Robert s'agenouilla pour les prendre dans ses bras. Pour la première fois depuis des jours, ses larmes n'étaient plus seulement du chagrin, mais un mélange de soulagement et de promesses silencieuses. L'aube filtrait à travers les lattes de la grange, peignant des bandes dorées sur le sol. Robert était assis près de Kaya, caressant doucement sa tête, les 2 chiots endormis sur ses genoux. Mason, silencieux, observait la scène. Mais derrière son calme apparent, une idée persistante lui tournait dans la tête depuis la veille. « Robert, commença-t-il, quand vous avez adopté Kaya, est-ce que l'armée vous a donné un dossier, ses états de service, son dossier médical, ce genre de choses ?» Robert releva la tête. « Oui, un dossier complet. Pourquoi ?
Et où est-il maintenant? Le visage de Robert s'assombrit. À la maison, celle qu'on perd jeudi, tout est encore là-bas. Mais le shérif a scellé les portes, on n'a plus le droit d'entrer. Eleanor, qui réorganisait ses flacons d'antibiotiques, se retourna vivement. Attendez, vous voulez dire que ces états de service sont encore dans cette maison? Mason hocha la tête. Exactement. Puis, se tournant vers Robert, vous savez que les chiens militaires blessés en service sont éligibles à des prestations, pas seulement aux soins, mais aussi à une pension mensuelle. Et dans le cas de Kaya, avec ce que je vois sur ses plaques et ce qu'elle a subi, ça pourrait représenter une somme énorme. Robert cligna des yeux, comme s'il croyait mal entendre. Quelle somme? Je ne sais pas précisément, mais j'ai vu des chiens toucher des versements rétroactifs sur plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Pour la première fois depuis son arrivée, une étincelle d'espoir brilla dans les yeux fatigués de Robert. Vous pensez que ça pourrait couvrir ses soins? Pas seulement ses soins, dit Mason. Peut-être sauver votre maison et payer les traitements de votre femme, mais sans ce dossier, elle n'est qu'un chien abandonné aux yeux de l'administration. Eleanor croisa les bras. Alors il faut aller le chercher. Robert secoua la tête, abattu. C'est impossible. Le shérif m'a dit que je serais arrêté si je remettais les pieds en moi là-bas. Un sourire déterminé étira les lèvres d'Eleanor. Robert, écoutez-moi. Kaya est ma patiente. Ses documents médicaux et son environnement de vie font partie intégrante de son suivi. Je peux justifier ma présence là-bas légalement. Mason fronça les sourcils. Docteur, cette maison est sous scellé. Elle planta son regard bleu clair dans le sien. Mason, j'ai déjà enfreint des ordres militaires pour sauver des vies. Vous croyez que c'est un panneau jaune et un cadenas qui vont m'arrêter? Robert resta interdit, partagé entre l'incrédulité et la gratitude. Vous feriez ça pour un chien que vous avez rencontré hier? Pas seulement pour un chien, répondit Eleanor. Pour un soldat et pour une famille. Ils élaborèrent un plan simple. Robert et Eleanor se présenteraient à la maison, elle avec sa mallette et ses papiers de vétérinaire prétextant un bilan post-opératoire sur environnement de vie. Mason resterait au ranch pour veiller sur Kaya et les chiots. Avant de partir, Robert s'agenouilla devant Kaya. « Je reviens vite, ma fille. Et cette fois, je ne te laisse plus. » Scout et Hunter se mirent à couiner comme pour protester contre ce départ. Mason les prit doucement dans ses bras. « Il revient, les petits. Et quand il le fera, tout sera différent. » Eleanor, mallette à la main, se tourna vers Mason. « Si quelqu'un demande, je fais un suivi vétérinaire sur une patiente militaire, et si ça ne passe pas ?» Elle eut un petit sourire plein de malice. « Je parle de lois fédérales que personne ne comprend, et je gagne du temps. » Mason sourit malgré lui. « Vous êtes dangereusement convaincante, docteur. » Elle répondit avec un clin d'œil. « Ce n'est pas pour rien que j'ai survécu à 2 guerres. » La vieille camionnette démarra, soulevant un nuage de poussière dans le matin clair. Mason regarda le véhicule s'éloigner, une inquiétude sourde lui serrant la poitrine, car il savait que si leur plan échouait, tout ce qu'ils avaient sauvé cette nuit-là pourrait encore leur glisser entre les doigts. La maison des Clayton se trouvait au bout d'une impasse où les pelouses avaient jauni et où plusieurs façades affichaient des panneaux de saisie. Une rue silencieuse comme figée dans une attente inconfortable. Robert serra la mâchoire en apercevant sa propre porte d'entrée barrée par un ruban jaune et une feuille plastifiée. Propriété sous saisie, entrée interdite par ordre du tribunal. Eleanor gara la camionnette de l'autre côté de la rue d'un geste sûr, comme si elle s'était déjà représentée 1000 fois la scène. Elle balaya rapidement les alentours. « Quelle fenêtre donne sur votre chambre ?» L'angle sud, à l'étage, mais Madame Henderson, la voisine, surveille tout le quartier depuis son rideau. Si elle nous voit, Eleanor esquissa un sourire en coin. Alors il faut lui donner exactement ce qu'elle veut voir. 2 personnes qui n'ont rien à cacher. Ils descendirent de la camionnette. Eleanor portait sa mallette médicale, son stéthoscope autour du cou et un bloc-notes sous le bras. Sa posture était celle d'un professionnel en service. Lorsqu'elle aperçut le rideau de Madame Henderson se soulever, elle leva la main et lança d'une voix claire « Bonjour, contrôle vétérinaire pour un chien militaire, tout va bien. » Le rideau se referma aussitôt. À l'arrière de la maison, Robert glissa la clé dans la porte-fenêtre. Le verrou céda avec un déclic sec. « Je ne peux pas croire que je fais ça. »« Vous n'êtes pas en train de cambrioler votre propre maison, » répondit Eleanor en entrant la première. « Vous récupérez des dossiers médicaux essentiels à la survie de votre chienne. » L'air à l'intérieur sentait le renfermer.
Les pièces semblaient arrêtées dans le temps. La table de la cuisine encore dressée, des dessins d'Émilie accrochés au frigo, un panier pour chien près de la cheminée portant encore l'empreinte du corps de Kaya. Robert détourna les yeux et monta directement à l'étage. « C'est dans mon bureau !» Ils traversèrent le couloir, passant devant des photos encadrées. Le mariage de Robert et Laura, le premier jour d'école d'Émilie, le moment où Kaya, toute fière dans son harnais militaire, entrait dans leur vie. Dans le petit bureau, Robert ouvrit un carton étiqueté « Documents importants ». Il en sortit un dossier épais, jauni sur les bords. C'est tout ce que l'armée nous a donné. Eleanor feuilleta rapidement. Les pages étaient remplies de rapports de mission, de diagnostics vétérinaires militaires et de mentions officielles attestant que Kaya avait servi 3 déploiements en Afghanistan. Elle s'arrêta sur une page et son regard se durcit. « Robert, savez-vous ce que c'est ?» Il secoua la tête. Ce sont ses documents de retraite. Et ici, elle tapota une clause imprimée. Preuve qu'elle a droit à $800 par mois en indemnité, plus couverture complète des soins pour toute blessure liée au service. Robert resta bouche bée. 800 par mois? Mais on n'a jamais rien reçu. Eleanor referma le dossier. Parce que vous n'avez jamais été inscrit correctement dans le programme. L'agence d'adoption aurait dû vous aider à remplir la demande. Elle ne l'a pas fait. Elle se redressa, son regard brillant d'une détermination froide. Vous comprenez? Non seulement Kaya a droit à ses versements, mais ils vous doivent 2 ans de paiement rétroactif. Robert calcula mentalement. Ses mains se mirent à trembler. Ça fait presque $26 000. Eleanor hocha la tête. Assez pour sauver votre maison, payer le traitement de Laura et assurer les soins de Kaya. Mais il faut déposer ce dossier immédiatement à l'administration des vétérans. Un bruit sec retentit en bas, comme une portière qu'on claque. Ils se figèrent. Une voix masculine résonna depuis le rez-de-chaussée. « Shérif du comté, on a eu un signalement de présence dans cette maison. » Eleanor échangea un regard rapide avec Robert. « Suivez-moi, et ne dites rien, sauf si je vous le demande. » Les pas lourds montaient depuis le salon. Robert sentit son estomac se nouer. Eleanor, elle, semblait parfaitement calme, comme si elle avait déjà vécu ce genre de confrontation 100 fois. Elle ajusta son stéthoscope autour de son cou et referma sa mallette en un claquement net avant de placer le dossier de Kaya bien en évidence sur le dessus. La silhouette d'un jeune adjoint apparut dans l'embrasure de la porte. Il n'avait pas plus de 25 ans, sa main reposant sur son talkie-walkie. « Monsieur Clayton, cette maison est sous saisie, vous ne pouvez pas être ici. » Eleanor s'avança avant que Robert ne puisse répondre. Officier, Dr Eleanor Morrison, vétérinaire agréé, je conduis un contrôle post-opératoire pour un chien militaire blessé. Ce monsieur est le gardien légal de l'animal, nous sommes ici pour récupérer des documents médicaux essentiels à sa survie. Elle lui tendit sa carte professionnelle et ouvrit le dossier pour lui montrer les rapports vétérinaires militaires. L'adjoint cligna des yeux, pris au dépourvu. Je ne sais pas trop si... Officier. Êtes-vous familier avec la loi fédérale sur les animaux de service et les vétérans handicapés? Demanda Eleanor d'un ton professionnel parfaitement dosé. Il secoua la tête. Pas vraiment. Dans ce cas, sachez qu'empêcher la continuité des soins d'un chien militaire blessé en service pourrait être interprété comme une violation de cette loi. Et je doute que votre supérieur veuille que son nom apparaisse dans un rapport fédéral pour avoir interrompu un traitement vital. Le jeune homme eut un instant d'hésitation. Je vais appeler mon sergent. Bien sûr, répondit Eleanor avec un sourire poli. Nous aurons terminé dans 10 minutes. L'adjoint recula dans le couloir pour passer son appel. Robert souffla entre ses dents. Vous êtes incroyable. 40 ans à gérer des officiers militaires têtus, ça laisse des traces, murmura-t-elle. Ils terminèrent de rassembler le nécessaire. Le dossier complet, quelques certificats d'identification et une clé USB contenant les radiographies militaires de Kaya. Lorsqu'ils redescendirent, l'adjoint les attendait, l'air un peu confus. Mon sergent dit que ça ne relève pas vraiment de notre juridiction si c'est pour des soins vétérinaires. Mais vous devez quitter les lieux maintenant. Parfait, répondit Eleanor avec une cordialité presque désarmante. Merci pour votre compréhension, officier. Si vous avez besoin d'un rapport détaillé, je vous le ferai parvenir par l'intermédiaire de l'administration des vétérans. En franchissant la porte, Robert sentit la tension retomber un peu. La camionnette les attendait, moteur prêt. Eleanor posa la mallette sur le siège passager et attacha sa ceinture. « Vous réalisez, dit-elle en démarrant, que ce qu'on a dans cette mallette peut changer le cours de vos vies. » Robert regarda le dossier comme s'il s'agissait d'un trésor. « Ce n'est pas « peut changer, docteur », c'est « va changer ».
Sur le chemin du retour, il jeta un coup d'œil à la vieille vétérinaire qui conduisait d'un geste assuré. Il se demanda combien de fois dans sa vie elle avait contourné les règles pour faire ce qui était juste. Au ranch, Mason les attendait devant la grange. Il ne posa pas de questions en voyant le dossier, mais son regard dit tout, soulagement, fierté et un peu d'étonnement de voir que le plan avait réellement marché. Alors, demanda-t-il simplement. Eleanor coupa le contact et sortit de la camionnette. Alors, on va rendre justice à une soldate. Le lendemain matin, le soleil frappait déjà les tôles de la grange lorsque Mason, Eleanor et Robert se retrouvèrent autour de la grande table du bureau. Sur le bois usé, le dossier de Kaya trônait comme une pièce à conviction dans un procès capital. « On doit déposer ça aujourd'hui même », déclara Mason en consultant sa montre. Le bureau régional des anciens combattants à Phoenix ferme à 16 heures. Eleanor feuilletait encore les pages, s'assurant que rien ne manquait. On a tout, certificat de service, preuve de blessures en opération, historique médical et surtout la clause sur les prestations. Robert, nerveux, se passait la main dans les cheveux. « Et si l'armée refuse, s'ils disent que c'est trop tard, alors je ferai appel, » répondit Eleanor avec cette détermination tranchante qu'elle avait affichée la veille. « Mais je préfère miser sur le fait que les preuves sont irréfutables. » Ils prirent la route à bord de la vieille camionnette, Mason assis à l'arrière avec le dossier sur les genoux comme si c'était un objet fragile. La route vers Phoenix s'étirait sous un ciel limpide, mais l'habitacle vibrait de tension. Au bureau de l'administration, une salle d'attente impersonnelle les accueillit, murs beige et chaises en plastique alignées. Derrière un comptoir, un employé au visage impassible leva à peine les yeux. Motif de la visite ? Eleanor posa le dossier sur le comptoir avec un geste mesuré. Dépôt d'un dossier complet pour reconnaissance de droit et indemnité d'une chienne militaire blessée en service. L'homme parcourut rapidement la première page, puis fronça les sourcils. Ça fait plus de 2 ans depuis sa retraite. Et c'est précisément là que réside l'erreur administrative, répliqua Eleanor sans se départir de son calme. L'agence d'adoption n'a jamais transmis la demande. Voici les preuves. Elle tapota le dossier, et si nécessaire, je peux fournir un témoignage officiel en tant que vétérinaire militaire retraité. L'employé, un peu déstabilisé, prit les documents et disparut dans un bureau fermé. Les minutes s'égrenèrent, lourdes. Robert se balançait légèrement sur sa chaise, le regard rivé au sol. Mason fixait l'horloge murale, chaque tic-tac résonnant comme un compte à rebours. Au bout d'un quart d'heure, un homme plus âgé sortit du bureau tenant le dossier. « Monsieur Clayton, Dr Morrison, suivez-moi s'il vous plaît. » Ils entrèrent dans une pièce où l'air semblait plus frais, presque solennel. L'homme, un superviseur, posa le dossier sur la table. « J'ai examiné vos documents. Les preuves sont solides. Nous allons procéder à l'activation immédiate des prestations. » Robert cligna des yeux. « Vous voulez dire que... » « Les paiements commenceront dès le mois prochain. Montant, $800 mensuels, plus remboursement rétroactif pour 24 mois. » Il consulta une note. « Cela représente $19 200 versés en une fois. » Le silence tomba dans la pièce. Robert eut un léger vertige, posant les mains sur la table. « C'est plus que ce qu'on espérait. » Eleanor sourit discrètement. « C'est exactement ce que Kaya a mérité. » En quittant le bâtiment, Robert s'arrêta sur le trottoir, le visage levé vers le ciel. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Mason posa une main ferme sur son épaule. « Alors, ne nous remercie pas. Utilise cet argent pour ta famille et pour Kaya. » Le retour au ranch se fit dans un silence apaisé. Pour la première fois depuis des semaines, Robert ne ressentait pas cette oppression constante dans sa poitrine. Il avait l'impression de respirer pleinement. À leur arrivée, Scout et Hunter accoururent, remuant la queue comme s'ils savaient que quelque chose venait de changer. Kaya, encore faible mais alerte, leva la tête et les accueillit d'un battement lent de queue. Eleanor se pencha vers elle. « Bonne nouvelle, soldate. Tes années de service viennent enfin de te rapporter ce que tu mérites. » Les jours qui suivirent furent comme un souffle d'air frais sur le vieux ranch. Avec l'argent débloqué, Robert put régler les factures en retard, s'occuper des soins de Laura et surtout aménager un espace confortable pour Kaya et ses chiots. Mason avait même réparé la clôture arrière et dégagé la vieille cour en herbe. Kaya, bien qu'encore convalescente, retrouvait peu à peu sa force. Elle se levait pour marcher quelques minutes chaque jour, flanquée de Scout et Hunter qui la suivaient comme 2 petites ombres disciplinées.
Éléonore supervisait sa récupération avec une rigueur militaire, notant chaque progrès dans un carnet. Un matin, alors que Mason déposait un seau d'eau fraîche, il aperçut Kaya s'asseoir au milieu de la cour, fixant la route au loin. « Elle attend quelqu'un » dit-il à Éléonore. « Oui » répondit-elle doucement. « Les chiens militaires sont comme ça. Ils gardent toujours un œil sur l'horizon. » Ce jour-là, Robert arriva avec Émilie. La petite fille descendit de la voiture en courant, tenant un dessin coloré dans ses mains. « Kaya !» cria-t-elle. La chienne, malgré ses sutures encore récentes, trottina vers elle avec un regain d'énergie que personne n'avait vu depuis l'opération. Émilie se jeta à genoux, enlaçant son cou avec précaution. Les chiots se mirent à tourner autour d'elle, aboyant joyeusement. Robert resta en retrait, les yeux humides, tandis qu'Éléonore souriait franchement pour la première fois depuis longtemps. « Voilà la meilleure thérapie possible », murmura-t-elle. Émilie montra son dessin. Kaya, Scout et Hunter devant une grande grange rouge, avec un panneau au-dessus portant les mots « Kaya's Place ». « C'est ici qu'on va sauver tous les chiens soldats blessés, pas vrai, papa ?» Robert eut un petit rire surpris. C'était juste une idée. Mason, qui les observait, intervint. Pourquoi pas? Ce ranch a déjà tout, l'espace, la grange et surtout, il désigna Kaya, une héroïne pour l'inspirer. Éléonore fronça les sourcils, songeuse. Ce n'est pas si fou. Avec un peu d'aménagement, on pourrait accueillir 2 ou 3 chiens à la fois. Et je connais encore des vétérinaires militaires prêts à donner un coup de main. Robert regarda autour de lui. Les vieilles clôtures, la grange à moitié vide, et cette impression, pour la première fois depuis des mois, que quelque chose de bien pouvait naître ici. Et on appellerait ça comme sur le dessin, dit Émilie avec enthousiasme. Kaya's Place. Le soir même, autour de la table de la cuisine, ils commencèrent à établir un plan. L'argent de Kaya servirait d'amorce pour rénover les installations. Mason proposa de contacter ses anciens camarades routiers pour organiser des collectes. Éléonore s'engagea à faire la publicité auprès des réseaux vétérinaires. Kaya, installée dans un coin, semblait les écouter, ses yeux passant de l'un à l'autre comme pour approuver chaque idée. Quelques semaines plus tard, les premiers changements étaient visibles. Une partie de la grange avait été transformée en salle de soins moderne avec des lampes chirurgicales remises en état et un nouveau plancher. Un terrain d'entraînement avait été installé derrière pour aider les chiens blessés à retrouver mobilité et force. La nouvelle circula vite. Un ancien maître chien vint de Californie avec son labrador à la patte endommagée. Puis ce fut un berger belge ayant perdu l'ouïe à cause d'une explosion. Chaque arrivée ravivait l'âme du ranch. Et Kaya, malgré sa convalescence, prit naturellement le rôle de guide et de matriarche du lieu. Les chiens, même les plus nerveux, semblaient s'apaiser à son contact. Émilie passait ses après-midi à jouer avec les chiots et à dessiner des affiches colorées qu'elle collait partout. « Bienvenue à Kaya's Place ». Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Mason observa le ranch depuis le porche. Robert le rejoignit avec 2 tasses de café. « Tu sais, dit Mason, j'ai passé ma vie sur la route, toujours en mouvement. Mais ici, je me surprends à vouloir rester. » Robert hocha la tête. « Moi aussi. Peut-être que certains endroits sont faits pour qu'on y atterrisse, pas pour qu'on en reparte. » Dans la cour, Kaya leva le museau vers le vent du désert, ses yeux brillant dans la lumière dorée. On aurait dit qu'elle veillait déjà sur un futur qu'il commençait à peine à construire. C'était un matin chaud et lumineux, l'un de ceux où l'air du désert semble presque immobile. Émilie jouait dans la cour avec Scout et Hunter pendant que Kaya observait depuis l'ombre d'un porche. Dans la grange, Éléonore terminait un contrôle sur un jeune malinois arrivé 2 jours plus tôt. Robert réparait une porte de clôture et Mason revenait de la ville avec des sacs de provisions. Tout paraissait normal, jusqu'à ce que la camionnette de Mason apparaisse à l'horizon, suivie d'une voiture noire inconnue. Elle roulait vite, soulevant un nuage de poussière. Mason ralentit en arrivant, jetant un regard inquiet dans son rétroviseur. La voiture s'arrêta brusquement derrière lui. 2 hommes en costume sombre en descendirent. L'un d'eux sortit une plaque. « Département de la Défense, vous êtes Robert Clayton ?» Robert se redressa, méfiant. « Oui, et vous êtes ?»« Agent Daniels, voici l'agent Maurice. Nous sommes ici pour parler d'un chien militaire nommé Kaya. » Éléonore, qui avait entendu la conversation, arriva aussitôt, les mains encore gantées. « Et que lui voulez-vous » L'agent Maurice prit un ton officiel. Ce chien faisait partie d'une unité spéciale impliquée dans des opérations classifiées. Nous avons été informés qu'elle est ici. Elle est toujours propriété du gouvernement fédéral. Robert sentit le sol se dérober sous lui. « Attendez, comment ça, propriété du gouvernement ? L'armée me l'a confiée officiellement. »
Daniels ouvrit un dossier. Selon nos archives, Kaya a été retirée du service de manière anticipée pour raisons médicales. Cependant, certains éléments concernant ses missions n'ont jamais été déclassifiés. Par conséquent, elle ne pouvait légalement être transférée en adoption civile sans approbation spéciale. Mason croisa les bras, son ton devenant plus sec. « Ça fait 2 ans qu'elle vit en famille. Vous arrivez aujourd'hui pour dire que tout ça n'était pas officiel ?» Les agents échangèrent un regard. Maurice reprit. « Nous ne faisons que notre travail. Et notre travail est de récupérer un bien fédéral qui n'aurait jamais dû quitter la base. » Emily, qui s'était approchée, serra fort Scout et Hunter contre elle. « Kaya n'est pas un bien, c'est ma famille. » Un silence lourd tomba. Eleanor retira ses gants lentement, son regard fixé sur les 2 hommes. « Messieurs, si vous comptez retirer une chienne de combat en convalescence, devant une enfant et contre l'avis de son vétérinaire militaire, vous allez devoir remplir beaucoup de paperasse. Et je parle de formulaires longs, très longs. » Daniel soupira. « Nous comprenons que c'est difficile, mais nous devons l'emmener pour un examen approfondi. Si tout est conforme, elle pourra revenir. » Robert sentit sa colère monter. « Si tout est conforme, vous allez la mettre dans un chenil militaire et l'oublier. » Eleanor prit la parole avec cette voix glaciale qu'elle réservait aux supérieurs bornés. « Si vous l'emmenez maintenant avec ses sutures encore récentes et son état fragile, vous risquez de provoquer une rechute grave. Ce serait non seulement médicalement irresponsable, mais aussi potentiellement illégal au regard des lois de protection des animaux militaires. » Mason fit un pas en avant. « Et pour que vous sachiez, nous avons tous ses états de service, ses rapports médicaux et la preuve qu'elle a droit à ses prestations. Si vous voulez aller en justice, on y va ?» Les agents se raidirent. Daniel consulta rapidement Maurice puis dit « Très bien, nous reviendrons avec un ordre officiel. Mais sachez que ce dossier n'est pas clos. » Ils remontèrent dans leur voiture et s'éloignèrent dans un nuage de poussière, laissant un silence tendu derrière eux. Émilie se tourna vers Robert, inquiète. « Papa, ils vont vraiment revenir ?» Robert la serra contre lui. « Pas tant qu'on sera là pour l'empêcher ?» Eleanor échangea un regard avec Mason. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'une bataille plus grande. Le vent du soir soulevait la poussière autour de la grange et le ciel virait à l'orange brûlé. Mason observait la route comme s'il s'attendait à voir revenir la voiture noire à tout moment. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Robert avait installé Emily et les chiots dans la petite pièce à l'arrière, mais la petite fille refusait de s'éloigner de Kaya. « Ils reviendront », déclara Eleanor en déposant une pile de documents sur la table. « Et cette fois, ils auront les papiers pour nous forcer la main. » Mason passa sa main sur son menton. « Alors il faut qu'on ait quelque chose de plus solide qu'un simple dossier administratif. » Robert fronça les sourcils. « Comme quoi ? Comme un appui public, » répondit Mason. « L'armée déteste la mauvaise presse. Si on montre que Kaya est un symbole, ils réfléchiront à 2 fois avant de la retirer. » Eleanor approuva. « Exactement. On va médiatiser son histoire. Je connais un journaliste local qui doit encore se souvenir de mes interventions lors des feux de Prescott. Si on lui donne les bonnes images et les bons faits, il pourra diffuser ça partout. » Robert hésita. « Mais si ça attire trop l'attention, il pourrait accélérer la procédure pour la récupérer. » Ou bien, répliqua Mason, ça mettra assez de gens de notre côté pour que ce soit politiquement suicidaire de venir la chercher. Emily, qui avait tout entendu, leva la main timidement. « Je peux raconter comment Kaya m'a protégé pendant l'orage et comment elle m'aide à dormir. » Eleanor s'accroupit à sa hauteur. « Ce que tu ressens pour elle, c'est ce qui compte le plus. Les gens comprendront. » Les jours suivants, ils mirent leur plan à exécution. Mason contacta des routiers qu'il connaissait dans tout l'État, leur demandant de partager l'histoire de Kaya sur les ondes CB. Robert ressortit toutes les photos et vidéos qu'ils avaient d'elle, Kaya en uniforme, Kaya jouant avec Emily, Kaya guidant les chiots. Eleanor rédigea un communiqué détaillé, insistant sur son service militaire et sur son rôle actuel dans la réhabilitation d'autres chiens soldats. 3 jours plus tard, un petit camion de la chaîne locale AZ Now entra dans l'allée. Une journaliste énergique, caméra à l'épaule, descendit avec un sourire chaleureux. On m'a dit que j'allais rencontrer une vraie héroïne. Le reportage dura toute l'après-midi. Emily raconta, les yeux brillants, comment Kaya avait traversé un orage pour la retrouver quand elle s'était perdue près de la rivière. Mason parla de l'opération de sauvetage et de la première nuit qu'il avait passée à veiller sur elle. Eleanor montra ses cicatrices, expliquant comment elle témoignait d'un service loyal et de blessures au combat. Le soir, le segment passa aux informations régionales.
Les images montraient Kaya allongée paisiblement, Scoot et Hunter jouant à ses côtés, Emily la serrant dans ses bras. La voix off parlait de Kaya, une héroïne oubliée qui aujourd'hui change la vie d'autres chiens soldats dans un ranch d'Arizona. Le lendemain, le téléphone de Robert ne cessa de sonner. Des dons affluaient, des anciens militaires envoyaient des messages de soutien et plusieurs associations de protection animale se proposaient pour intervenir légalement si nécessaire. Mais la réponse ne se fit pas attendre. 2 jours plus tard, une enveloppe officielle arriva par courrier express. Cachet fédéral, en tête du département de la Défense. Robert ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une convocation. Présenter Kaya au centre de transit militaire de Tucson, inspection médicale obligatoire, date dans 5 jours. Robert sentit ses mains trembler. Il ne lâchait pas. Eleanor prit le document, le lut lentement, puis leva les yeux vers Mason. Alors il nous reste 5 jours pour trouver comment les arrêter, définitivement. Les 5 jours qui suivirent furent comptés presque à la minute. Au ranch, l'air était chargé d'une énergie nerveuse, chaque geste ayant une importance particulière. Mason avait installé une carte de l'État sur la table, avec des punaises et des traits rouges reliant Phoenix, Tucson et Kaya's Place. Leur centre de transit est un complexe sécurisé, expliqua-t-il à Robert et Eleanor. Si elle passe cette porte, on ne la reverra pas avant des mois. Si on la revoit un jour. Eleanor consulta le document officiel. Ils invoquent une clause de contrôle sanitaire et sécuritaire sur un chien ayant participé à des missions classifiées. Mais médicalement, Kaya est stable et on a ses bilans. On peut démontrer qu'il n'y a aucun risque. Robert secoua la tête. Ça c'est si on arrive à les convaincre. Mais ce genre d'ordre n'est pas juste médical. C'est politique. Mason fit glisser une feuille vers eux. Alors on va jouer sur le terrain politique. On ne va pas se contenter d'aller à Tucson, on va y aller entouré. Associations, vétérans, presse. Et surtout, on va diffuser chaque seconde en direct. Eleanor sourit légèrement. Les caméras sont leur kryptonite. Ils contactèrent alors toutes les personnes qui s'étaient manifestées après le reportage, la Ligue de protection animale de l'Arizona, de sénateurs locaux sensibles aux causes vétéranes, un groupe d'anciens maîtres chiens. En 48 heures, ils avaient formé une véritable coalition. Pendant ce temps, Kaya continuait à reprendre des forces. Mason avait remarqué qu'elle se déplaçait avec plus d'aisance et qu'elle commençait même à entraîner les chiots sur le terrain d'exercice. Emily passait des heures avec elle, lui parlant comme à une confidente, ignorant peut-être que chaque instant pourrait être le dernier avant la confrontation. La veille du départ pour Tucson, le ranch connut un moment rare. Un dîner tous ensemble, autour de la grande table, sans téléphone, sans plan à discuter. Emily, les yeux brillants, leva son verre de jus d'orange. À Kaya, parce qu'elle est plus forte que n'importe qui. Le lendemain matin, ils se mirent en route en convoi. La vieille camionnette avec Robert, Eleanor, Emily et Kaya à l'arrière. Mason ouvrant la route sur sa moto, flanqué de 2 vétérans, et derrière eux 3 véhicules remplis de bénévoles et de journalistes. À mi-chemin, Mason reçut un appel d'un contact à Tucson. Daniels et Maurice sont déjà sur place. Ils ont prévu de faire entrer Kaya directement par une entrée latérale sans contact public. Mason relaya l'information à Robert. Eleanor, elle, réfléchissait déjà à voix basse. Alors il faudra qu'on les force à passer par l'entrée principale. Lorsqu'ils arrivèrent devant le centre de transit, la scène était déjà inhabituelle. Une trentaine de personnes attendaient avec des pancartes « Justice pour Kaya » et les héros ne s'abandonnent pas. Les caméras étaient braquées sur la camionnette. Daniels, visiblement contrarié par cette foule, s'approcha. « Monsieur Clayton, on va emmener Kaya à l'intérieur maintenant. » Eleanor sortit, tenant fermement la laisse de Kaya. « Pas sans examen sur place devant témoins. Si vous voulez la prendre, vous le faites sous les yeux de la presse, avec une attestation vétérinaire et en expliquant pourquoi. » Mason se plaça subtilement de façon à ce que 2 journalistes puissent ne filmer l'échange de très près. Robert, de son côté, prit Emily dans ses bras. La petite fille serrait le collier de Kaya comme si elle refusait de le lâcher. Daniels hésita. Chaque minute augmentait la pression médiatique. On pouvait entendre les cliquetis des appareils photos et les chuchotements des caméramans. Finalement, il dit d'une voix tendue « Très bien, mais vous signez que vous assumez toute responsabilité médicale. » Eleanor prit le stylo, signa d'un geste ferme et tendit la feuille. « Et vous signez ici, reconnaissant que Kaya est en état stable et qu'elle ne présente pas de danger. » Daniel s'échangea un regard agacé avec Maurice, puis griffonna sa signature. À cet instant, Mason comprit qu'il venait de gagner une bataille importante. Mais il restait à savoir si c'était la guerre entière.
Daniels replia son stylo avec un claquement sec, puis rangea le document dans sa sacoche. « Très bien, mais sachez que le dossier restera ouvert. » Sa voix se voulait menaçante, mais il ne pouvait cacher le léger tremblement d'irritation qu'il avait gagné. Éléanore, impassible, resserra doucement la laisse de Kaya. « Alors, tant que ce dossier est ouvert, nous serons prêts à le défendre. Et croyez-moi, la prochaine fois que vous reviendrez, vous trouverez plus de caméras encore. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les journalistes, sentant qu'ils tenaient une fin puissante à leur reportage, capturèrent chaque seconde. Émilie, toujours dans les bras de Robert, leva la main et caressa la tête de Kaya qui observait la scène calmement, comme si elle avait compris que cette confrontation marquait un tournant. Les agents se retirèrent, rejoignant leur voiture noire qui disparut dans la poussière de la route. Dès qu'ils furent hors de vue, Mason laissa échapper un soupir qu'il semblait retenir depuis des jours. « On a tenu bon ». Robert hocha lentement la tête, son regard fixé sur Kaya. « Non, elle a tenu bon ». Le retour au ranch fut presque silencieux, chacun savourant à sa façon le fait que Kaya avait franchi cette épreuve. Ce n'était pas seulement une victoire administrative ou juridique, c'était une reconnaissance claire. Elle n'était plus un simple bien fédéral. Elle était Kaya, vétérane, héroïne et membre d'une famille. Les semaines suivantes confirmèrent cette impression. Aucun nouvel ordre ne fut reçu. Les dons continuèrent d'affluer, permettant à Kaya's Place d'agrandir ses installations. Une seconde cour d'entraînement fut construite, et un petit bâtiment supplémentaire accueillit 2 chambres pour les bénévoles venus de loin. Kaya, elle, semblait renaître pleinement. Ses pas étaient plus assurés, ses yeux plus vifs. Elle menait Scout et Hunter dans des courses endiablées à travers la cour, et souvent, on la retrouvait allongée au soleil, entourée de chiens en convalescence qui cherchaient instinctivement sa présence. Un soir d'automne, alors que le ciel prenait ses teintes violettes si particulières à l'Arizona, Robert, Mason et Eleanor se retrouvaient sur le porche. Emily jouait dans l'herbe avec une chienne récemment arrivée, un berger allemand nerveux qui, après seulement 3 jours à Kaya's Place, acceptait déjà de se détendre. « Regarde ça !» dit Mason en désignant la scène. « C'est pour ça qu'on a fait tout ça. » Eleanor sourit, rare éclat d'émotion dans son visage habituellement ferme. « Oui, et c'est pour ça qu'on le referait, encore et encore. » Robert prit une gorgée de café. « Tu sais ce qui me frappe ? On a commencé par sauver un chien, et maintenant, c'est elle qui nous sauve tous un peu chaque jour. » Au loin, Kaya leva le museau vers le vent, comme elle le faisait souvent. Mais cette fois, il n'y avait plus d'horizon à surveiller avec inquiétude. Seulement l'air frais, la sécurité retrouvée et la certitude d'être à sa place. La lumière du soir enveloppait la grange et les champs autour. Kaya's Place n'était plus seulement un ranch. C'était devenu un refuge, un symbole et une promesse. Une promesse qu'ici, aucun héros, qu'il soit humain ou à 4 pattes, ne serait jamais oublié.